Mon mari m'a giflé devant 20 personnes lors du dîner de Noël. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Ni Marc, ni son père, ni sa mère, ni même moi. Le son semblait planer dans la salle à manger de la grande maison en briques de Monsieur Antoine Dupont, juste à la périphérie de Limoges. Je me souviens avoir fixé le saladier de pommes de terre en purée devant moi. Il y avait une petite flaque de beurre fondu sur le dessus. Je ne sais pas pourquoi c'est ce que j'ai remarqué. Peut-être parce que mon cerveau ne pouvait pas traiter ce qui venait de se passer. La pièce sentait le jus de dinde et les bougies à la cannelle. Puis Monsieur Dupont a repoussé sa chaise. Ça suffit, a-t-il dit. J'ai cru qu'il parlait à son fils. Ce n'était pas le cas. Il a pointé la porte d'entrée. Vous devez partir. J'ai regardé autour de la table. Mon mari était assis là, respirant difficilement. Sa sœur, Mélanie, fixait son assiette. Sa mère ne voulait même pas me regarder. Vous me jetez dehors, ai-je demandé doucement. Monsieur Dupont a plié sa serviette. Vous avez causé assez de problèmes pour un seul jour férié. J'ai ri. Non pas parce que quelque chose était drôle, mais parce que parfois le choc se manifeste par un rire. Problème. Marc a finalement parlé. Si tu arrêtais de tout remettre en question, peut-être qu'on aurait un peu de paix ici. J'ai touché ma joue. Elle brûlait déjà. Ce n'était pas notre première dispute. Mais c'était la première fois qu'il me frappait. Et d'une certaine manière, ce n'était même pas le pire. Le pire, c'est que personne ne semblait surpris. Comme s'ils attendaient tous ce moment. Comme si j'étais le problème qui devait enfin être éliminé. Monsieur Dupont s'est levé. Retournez chez votre famille de paysannes. Sa voix dégoulinait de mépris. Puis il a marché jusqu'à la porte d'entrée et l'a ouverte. Le vent froid de novembre s'est engouffré. Partez. Juste comme ça. 15 ans de mariage. Disparu. J'ai attrapé mon sac à main. Personne ne m'a arrêté. Personne ne m'a suivi. Personne ne s'est excusé. Je suis sorti dans la nuit glaciale de Limoges, tandis que les flocons de neige flottaient sous la lumière du porche. La porte s'est refermée derrière moi. Et c'était tout. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Le trajet de la maison de Monsieur Dupont à ma voiture m'a semblé plus long que le trajet aller. Je me suis assise derrière le volant, le moteur en marche. Mes mains tremblaient, en partie de colère, en partie d'humiliation, en partie parce qu'il faisait moins 2 degrés dehors. J'ai regardé à travers le pare-brise. Des familles se rassemblaient partout en ville. Des enfants mangeaient de la tarte. Des grands-parents racontaient des histoires. Et j'étais assise seule dans une allée, me demandant comment ma vie en était arrivée là. J'avais 47 ans. Trop vieille pour le drame. Trop vieille pour les gifles. Trop vieille pour être traitée comme une moins que rien. Un souvenir m'est venu à l'esprit. Mon père, debout à côté de sa camionnette quand j'avais 10 ans. Les gens te montrent qui ils sont, m'avait-il dit. Fais attention la première fois. J'aurais dû l'écouter, car Monsieur Antoine Dupont m'avait montré exactement qui il était dès le jour où je l'ai rencontré. J'ai rencontré Marc à l'université de Limoges en 2008. Il était charmant, drôle, confiant, le genre d'homme qui pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et se faire des amis en 5 minutes. J'ai grandi dans une ferme à la périphérie de Saint-Yrieix. Mon père élevait du bétail sur des terres louées. Nous n'étions pas ostentatoires. Nous n'étions pas pauvres. Nous vivions simplement différemment. Marc a adoré ça chez moi au début. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Puis j'ai rencontré sa famille. Monsieur Antoine Dupont possédait plusieurs entreprises locales, des entreprises de construction, des entrepôts, des propriétés commerciales. Les gens de Limoges connaissaient son nom. Monsieur Dupont adorait s'assurer qu'il le savait. Lors de notre premier dîner de famille, il a demandé à mon père ce qu'il faisait. Principalement du lait et du bétail, a dit papa. Monsieur Dupont a souri d'un air suffisant. Ça doit être une façon difficile de gagner sa vie. Papa a souri. Ça me tient occupé. C'était tout. Pas de dispute, pas de vantardise,
pas d'explication, juste une confiance tranquille. Après, j'ai demandé à papa si monsieur Dupont l'avait offensé. Il a haussé les épaules. Ça ne vaut pas la peine de s'inquiéter. C'était papa. Jamais impressionné par la richesse. Jamais intimidé par le statut. Au fil des ans, les blagues de monsieur Dupont sont devenues une routine. Des blagues sur la ferme, des blagues sur la campagne, des commentaires sur les tracteurs et les salopettes. Chaque fête apportait une nouvelle série. Mon père n'a jamais réagi. Il a simplement souri et changé de sujet. En y repensant, j'ai réalisé que cela irritait monsieur Dupont plus que n'importe quelle dispute n'aurait jamais pu le faire. La neige tombait plus fort maintenant. Mon téléphone a vibré. Marc. J'ai ignoré. Puis un autre appel. Et un autre. Finalement, un SMS est apparu. Tu as fait une scène. J'ai regardé le message, puis j'ai ri à nouveau. Une scène. L'homme avait giflé sa femme devant toute sa famille. Mais d'une certaine manière, j'avais fait une scène. J'ai jeté le téléphone sur le siège passager. Quelques minutes plus tard, il a sonné à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Marc. C'était mon père. Je ne l'avais même pas encore appelé. Papa, ça va? Le simple fait d'entendre sa voix m'a presque brisé. J'ai dégluti difficilement. Pas vraiment. Où es-tu? Je lui ai dit. Je reste au téléphone jusqu'à ce que tu arrives. Des mots simples, mais d'une certaine manière, ils m'ont calmé. J'ai commencé à conduire. Les routes étaient glissantes avec la neige fraîche. Les lumières de la rue se reflétaient sur le pavé. J'ai roulé vers l'ouest en direction de Saint-Yrieix, vers la maison, vers la seule personne qui ne m'avait jamais fait sentir petite. 40 minutes plus tard, je me suis garé dans l'allée de gravier de la ferme de mon père. La lumière de son Porsche était allumée. Il était déjà dehors, vêtu d'un vieux manteau de travail marron, le même manteau qu'il possédait probablement depuis 20 ans. Je suis sorti de la voiture. Au moment où il a vu mon visage, son expression a changé. Il n'a pas posé de questions, n'a pas exigé d'explications, ne m'a pas dit quoi faire. Il m'a simplement enveloppé dans une étreinte. Pendant quelques secondes, aucun de nous n'a parlé. Puis il a reculé. Entre. La cuisine sentait le café et la tarte aux noix de pécan. Je me suis assise à table pendant qu'il versait 2 tasses. Finalement, il m'a regardé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. La dispute, la gifle, l'humiliation, la porte, la neige, chaque mot. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, la pièce est devenue silencieuse. Papa a regardé son café pendant plusieurs secondes. Puis il a hoché la tête une fois, juste une fois, et a tendu la main vers son téléphone. Papa, il a levé les yeux. Pour la première fois de la nuit, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose de calme, quelque chose de délibéré, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Je crois que c'est le moment, a-t-il dit. Le moment de quoi? Il a déverrouillé son téléphone. Un petit sourire est apparu sur son visage. Le moment où ils apprendront de qui ils se sont moqués toutes ces années. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Ma chambre d'enfant ressemblait exactement à mes souvenirs. La même commode en chêne, le même couvre-lit délavé que ma mère avait cousu des années avant de nous quitter. La même fenêtre donnant sur le pâturage et... Vers 3 heures du matin, j'ai abandonné l'idée de dormir. Je me suis assise dans l'obscurité et j'ai regardé la neige tomber sur la ferme. Ma vie s'était effondrée en quelques minutes. Ou peut-être qu'elle s'était effondrée pendant des années, et je n'avais simplement pas voulu le voir. Vers 6 heures, j'ai entendu le camion de papa démarrer dehors. Cela m'a surprise. La plupart des gens auraient fait la grasse matinée après Noël. Pas monsieur Bernard Legrand. À 6h30, il nourrissait déjà le bétail. À 7 heures, je l'ai trouvé dans la cuisine, buvant du café. Il avait exactement la même apparence que d'habitude. Jambes bleues, bottes de travail, chemise en flanelle. Rien chez lui ne suggérait la richesse. Rien chez lui ne suggérait le pouvoir.
C'est exactement pourquoi les gens le sous-estimaient, y compris moi, pour être honnête. Bonjour, a-t-il dit. Tu as dormi un peu? Il a hoché la tête. Le café est frais. Je me suis assise. Pendant plusieurs minutes, nous avons regardé les flocons de neige passer devant la fenêtre de la cuisine. Finalement, j'ai posé la question. C'était quoi ces appels téléphoniques hier soir? Papa a souri légèrement. Affaire. C'est tout ce qu'il a dit. Affaire. Comme s'il avait commandé une pièce pour un tracteur. Comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. Je ne savais pas si je devais me sentir réconfortée ou inquiète. Vers 9 heures, mon téléphone a explosé. Appel manqué, SMS, messages vocaux, la plupart de Marc. Je les ai ignorés. Puis un autre appel est arrivé. Monsieur Dupont. J'ai failli ne pas répondre. La curiosité a gagné. Dès que j'ai décroché, il a commencé à crier. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai éloigné le téléphone de mon oreille. Bonjour à vous aussi. Ne jouez pas avec moi, Harold. Monsieur Dupont, je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Ce n'était pas entièrement vrai. J'avais une assez bonne idée. Sa respiration semblait lourde. Nos comptes sont gelés. Je me suis redressée. Quoi? Nos comptes professionnels. Pour la première fois de ma vie, Monsieur Dupont semblait effrayé. Pas en colère. Effrayé. Une étrange sensation s'est installée dans mon estomac. J'ai regardé à travers la cuisine. Papa lisait tranquillement un journal comme si rien de tout cela ne le concernait. Peut-être devriez-vous appeler votre banque, ai-je dit. Puis j'ai raccroché. Une minute plus tard, Marc a appelé. J'ai répondu. Liliane. Sa voix était complètement différente maintenant. Pas d'arrogance, pas de colère. Juste de la panique. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fixé le téléphone. Hier, il m'avait giflé. Aujourd'hui, il ressemblait à un homme dans un immeuble en feu. Je ne sais pas, Marc. Arrête de mentir. Je ne mens pas. Il a baissé la voix. S'il te plaît. Le mot m'a prise au dépourvu. Marc ne disait jamais « s'il te plaît ». Nous ne pouvons pas accéder à nos lignes de crédit. Je n'ai rien dit. Les comptes de la société sont en cours d'examen. Toujours rien. Le prêteur hypothécaire a appelé. Cela a attiré mon attention. Qu'en est-il de l'hypothèque? Il y a eu une longue pause. Ils exigent des garanties supplémentaires. Maintenant, je comprenais pourquoi il avait peur. La famille Dupont vivait grâce à l'effet de levier. Grande maison, véhicules de luxe, abonnement à des clubs de campagne, propriétés de vacances, tout était financé, tout dépendait des apparences. L'image comptait autant que l'argent, peut-être plus. Et soudain, des fissures apparaissaient partout. À midi, j'ai finalement demandé à papa ce qui se passait. Il a posé son sandwich. Sais-tu quelle a été la plus grande erreur de Monsieur Dupont? Il a giflé sa belle-fille. Papa a ri. À part ça, j'ai attendu. Il pensait que la richesse était ce que les gens pouvaient voir. J'ai froncé les sourcils. Papa s'est levé et a marché vers une armoire. Il en a sorti plusieurs dossiers. De vieux dossiers. Certains semblaient avoir 20 ans. Il les a étalés sur la table de la cuisine. Je les ai fixés. Qu'est-ce que c'est? L'histoire. Ce n'était pas utile. Il en a ouvert un. À l'intérieur se trouvaient des contrats, des baux, des accords fonciers, des documents de partenariat. Mes yeux se sont écarquillés. Des noms ont sauté de la page. De grandes entreprises agricoles, des centres de distribution, des promoteurs commerciaux, des prêteurs régionaux, des entreprises dont j'avais entendu parler toute ma vie. Papa, il a hoché la tête. Beaucoup de gens louent des terres. J'ai ri. C'est un euphémisme. Il a souri. Plus je lisais, plus je devenais confuse. Des milliers d'hectares, plusieurs départements, des partenariats commerciaux remontant à des décennies,
des millions d'euros circulant à travers des accords dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. J'ai levé les yeux. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Papa a haussé les épaules. Tu n'as jamais demandé. Cette réponse était si parfaitement lui que je n'ai pas pu m'empêcher de rire. La vérité était simple. Papa avait passé 40 ans à bâtir discrètement des relations. Pendant que M. Dupont cherchait l'attention, papa bâtissait la confiance. Pendant que M. Dupont rejoignait des clubs de campagne, papa assistait aux réunions du conseil départemental. Pendant que M. Dupont essayait d'impressionner les gens, papa les aidait à résoudre leurs problèmes. Au fil du temps, ces relations sont devenues précieuses. Très précieuses. L'homme que tout le monde appelait un agriculteur était devenu l'un des propriétaires fonciers les plus influents du sud-ouest de la France, et presque personne ne le savait, surtout pas M. Dupont. Vers 15h cet après-midi-là, une autre surprise est arrivée. Un SUV noir s'est garé dans l'allée. J'ai regardé par la fenêtre. Un homme en costume est sorti. Certainement pas quelqu'un que l'on voit normalement dans une ferme d'élevage. Papa a ouvert la porte avant même que l'homme ne frappe. Bon après-midi, Bernard. Ravi de vous voir, Paul. Ils se sont serrés la main. L'homme est entré. Je l'ai reconnu presque immédiatement. Paul Lefebvre, vice-président régional d'une grande société de financement agricole. J'avais vu sa photo dans les magazines économiques locaux. Que faisait-il ici? La réponse est devenue évidente très rapidement. Les deux hommes se sont assis à la table de la cuisine comme de vieux amis, car apparemment ils l'étaient. Pendant l'heure qui a suivi, ils ont discuté de prêts, d'accords immobiliers et d'obligations commerciales. Rien d'illégal, rien de louche, juste des affaires. Des affaires que M. Dupont n'avait apparemment jamais pris la peine de comprendre. Quand Paul est finalement parti, j'ai fixé papa. Combien de personnes savent qui vous êtes vraiment? Papa a souri. Assez. Ce soir-là, nous étions assis sur le porche, enveloppés dans des couvertures. La chute de neige s'était arrêtée. La ferme semblait paisible sous le clair de lune. Pour la première fois depuis le dîner de Noël, je me sentais calme. Puis la culpabilité s'est glissée en moi. Et si ça allait trop loin? Papa m'a regardé. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai fixé l'obscurité. Je voulais que des comptes soient rendus. Il a hoché la tête. Je comprends. Je ne voulais pas que quiconque soit ruiné. Papa est resté silencieux un instant. Puis il a parlé avec précaution. Moi non plus. Cela m'a surprise. Il s'est penché en arrière. Liliane, je n'essaie de détruire personne. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils ont construit leur vie sur des obligations qu'ils supposaient toujours être protégées. J'ai réfléchi à cela. La protection a disparu. Exactement. Pas de menaces, pas de discours de vengeance, pas de déclarations dramatiques, juste des conséquences. Plus je vieillissais, plus je réalisais que la vie fonctionnait souvent comme ça. Plus tard cette nuit-là, j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Il y avait des dizaines de messages, la plupart de Marc, certains en colère, certains désespérés. Un seul se détachait. Un SMS de Mélanie, ma belle-sœur. Pendant des années, elle avait suivi l'exemple de M. Dupont. Pendant des années, elle avait ri des blagues sur la ferme. Le message était court. Liliane, je crois que tu dois savoir quelque chose. Ce n'est pas seulement une question d'argent. J'ai fixé l'écran. Puis, un autre message est arrivé. Appelle-moi. C'est à propos de Marc. Une sensation de froid s'est installée dans ma poitrine. L'effondrement financier avait été assez choquant, mais soudain, je n'étais plus sûr que l'argent était la véritable histoire. Et au fond, je savais que tout ce que Mélanie voulait me dire allait tout changer. Le lendemain matin, je me versais du café quand mon téléphone a sonné à nouveau. Marc. Pendant un instant, j'ai envisagé de l'ignorer. Puis j'ai répondu. Dès que j'ai entendu sa voix, j'ai su que quelque chose avait changé. Non pas parce qu'il semblait en colère. Parce qu'il semblait effrayé. Vraiment effrayé. Liliane, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe.
J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine vers le pâturage enneigé. 3 vaches se rassemblaient près d'une clôture tandis que le border collie de papa errait à proximité. La scène ordinaire semblait étrange comparée à la panique qui se déversait dans mon téléphone. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Arrête. Sa voix s'est brisée. Je suis sérieux. Pendant des années, Marc avait toujours agi comme la personne la plus intelligente de chaque pièce. L'homme d'affaires confiant, le mari qui réussissait, l'homme qui savait exactement comment la vie fonctionnait. Maintenant, il semblait perdu. La banque a gelé nos comptes d'exploitation. Je suis restée silencieuse. L'entreprise de construction ne peut pas payer les salaires demain. Toujours silencieuse. Le prêteur a appelé pour l'hypothèque. Mon estomac s'est serré. Même après tout, l'entendre était différent de l'imaginer. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé. Dis-le-moi. Puis il a baissé la voix. S'il te plaît, encore une fois, ce mot, s'il te plaît. Je l'avais entendu dire plus souvent au cours des dernières 24 heures que pendant tout notre mariage. À l'heure du déjeuner, la rumeur locale allait bon train. Limoges n'est pas une petite ville, mais les nouvelles voyagent vite lorsque des personnes importantes commencent à avoir des problèmes. Mélanie a appelé. J'ai répondu immédiatement. Tu voulais me dire quelque chose. Il y a eu un silence, puis un soupir. Liliane, j'aurais dû te le dire il y a des années. Je me suis assise. Quelque chose dans son ton m'a serré la poitrine. Qu'est-ce que c'est? C'est Marc. Une pause. Puis une autre. Elle luttait. Finalement, elle l'a dit. Il te ment depuis longtemps. Je n'ai pas été surprise. Pas vraiment. Un homme ne gifle pas sa femme en public après 15 ans de mariage à moins que quelque chose ne soit brisé en lui depuis un certain temps. Quel genre de mensonge? L'argent. J'ai froncé les sourcils. Quel argent? L'argent de l'entreprise. Cela a attiré mon attention. Mélanie a continué. Monsieur Dupont est au courant aussi. Maintenant, j'écoutais attentivement. Selon Mélanie, Marc déplaçait discrètement l'argent de l'entreprise depuis des années. Rien de dramatique au début. De petites sommes, des dépenses professionnelles, des achats personnels, des dettes cachées, de mauvais investissements, des choses qui n'apparaissaient jamais en surface parce que de nouveaux prêts continuaient de couvrir les vieilles erreurs. Puis les montants sont devenus de plus en plus importants. Finalement, Monsieur Dupont a commencé à aider à cacher les problèmes, non pas parce qu'il approuvait. Parce que protéger l'image de la famille importait davantage. J'ai eu la nausée. Pourquoi me le dis-tu maintenant? Sa réponse est venue rapidement. Parce qu'hier a tout changé. J'ai regardé mon café hier. La gifle, l'humiliation, la porte d'entrée, la neige. Peut-être que ce moment avait changé plus que je ne l'avais réalisé. Cet après-midi-là, je suis allée à Limoges. J'avais besoin d'espace pour réfléchir. Je me suis garée près d'un petit café sur l'avenue Gambetta et je me suis assise seule près de la fenêtre. Dehors, les décorations de Noël apparaissaient déjà. Des gens portaient des sacs de course. La circulation était normale. La vie continuait. Pendant ce temps, tout mon mariage semblait se défaire d'heure en heure. Une partie de moi se sentait justifiée. Une autre partie se sentait épuisée. La vérité est que la vengeance semble satisfaisante jusqu'à ce qu'elle devienne réelle. Ensuite, ça se complique. Je ne célébrais pas. Je ne dansais pas autour de la ferme. Je faisais mon deuil. Le deuil d'un mariage, le deuil de la confiance, le deuil de 15 ans de ma vie. Et malgré tout ce que Marc avait fait, cela faisait beaucoup de mal. Quand je suis rentrée à la ferme, papa réparait une section de clôture. Je suis sortie de ma voiture. Il m'a jeté un coup d'œil. Ça va? Non. Il a hoché la tête. Réponse juste. Nous avons travaillé ensemble un moment sans parler. C'était l'un des dons de papa. Il comprenait le silence. Certaines personnes se précipitaient pour remplir chaque espace vide. Papa ne le faisait jamais. Finalement, je lui ai raconté ce que Mélanie avait révélé.
Il a écouté attentivement. Puis il a enfoncé une autre agrafe dans la clôture. « Ça te surprend ?» a-t-il demandé. J'y ai réfléchi. Non, moi non plus. Cette réponse m'a surprise. Il a levé les yeux. Les gens qui passent leur vie à faire semblant finissent généralement piégés par leur propre performance. Je l'ai regardé travailler. Peut-être que c'était exactement ce qui était arrivé à Mark. Il avait passé des années à essayer de paraître prospère, à essayer d'impressionner les gens, à essayer de maintenir une image. Finalement, l'image est devenue plus importante que la réalité. Le véritable choc est arrivé le lendemain matin vers 10 heures. Un SUV noir est entré dans l'allée. Un autre. Mais ce n'était pas Paul Lefebvre. C'était quelqu'un d'autre, un homme d'une 60aine d'années portant un pardessus bleu marine. Il s'est présenté comme Richard Morel, détective privé. J'ai immédiatement regardé papa. Papa semblait aussi surpris que moi. « Puis-je vous aider ?» a-t-il demandé. Le détective a hoché la tête. « Je cherche Liliane Duval. » Je me suis avancé. « Je suis Liliane. » Il m'a tendu une carte de visite. « Je pense que vous devriez voir quelque chose. » Mon cœur a commencé à battre la chamade. Il a ouvert un dossier en cuir. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des reçus, des documents, des relevés de voyage, des factures d'hôtel, des relevés de cartes de crédit. Je les ai fixés. Au début, rien n'avait de sens. Puis ça a eu du sens. Et quand ça a eu du sens, l'air a semblé quitter mes poumons. Mark ne cachait pas seulement des problèmes financiers. Il avait une liaison depuis des années, pas des mois, des années. J'ai agrippé le bord de la table de la cuisine. La pièce s'est soudainement sentie plus petite. Ma vision est devenue floue. Papa a doucement tiré une chaise. Je me suis assise. Richard a continué à parler, mais sa voix semblait lointaine. La liaison avait commencé lors de voyages d'affaires, puis s'était étendue. Week-end de vacances, compte privé, achat secret, une seconde vie, un monde caché entier fonctionnant dans mon dos. Je voulais être en colère. Au lieu de cela, je me sentais engourdie, presque soulagée, car soudain tout avait un sens. Les réunions tard le soir, l'argent manquant, la distance émotionnelle, les critiques constantes, le besoin de me faire sentir petite. Mark portait des secrets depuis des années, et chaque secret exigeait un autre mensonge. Cette nuit-là, je me suis assise seule sur le porche. La température était retombée sous zéro. Une fine couche de givre recouvrait la balustrade. J'ai regardé les champs sombres. Mon mariage était terminé. Non pas à cause d'une gifle. Non pas à cause d'un dîner de Noël. Parce que l'homme que je pensais connaître n'existait plus vraiment. Peut-être n'avait-il pas existé depuis longtemps. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Mark. Le premier de la journée. Il était étonnamment court. Il faut qu'on parle. J'ai regardé le message. Une minute plus tard, un autre est arrivé. Il y a quelque chose que tu ne sais pas. J'ai failli rire. À ce stade, cela semblait impossible. Mais alors un troisième message est apparu. Et celui-ci m'a arrêté net. Si tu vas au gala de charité de Noël la semaine prochaine, tout sera révélé. Je l'ai lu 2 fois, puis 3 fois. Le banquet annuel de Noël de la communauté de Limoges était l'un des plus grands événements sociaux de l'année. Des chefs d'entreprise, des investisseurs, des politiciens locaux, des centaines de personnes y assistaient. J'ai regardé vers le pâturage sombre. Quelque part en moi, je savais exactement ce que Mark voulait dire. Quels que soient les secrets restants, ils n'allaient pas rester cachés bien longtemps. Le gala de Noël de la communauté de Limoges avait lieu chaque année à l'hôtel Plaza du centre-ville. Pour la plupart des gens, c'était une collecte de fonds. Pour la communauté des affaires de la ville, c'était aussi un événement social, le genre d'endroit où les affaires étaient discutées au dîner et les réputations étaient discrètement évaluées. Une semaine plus tôt, j'aurais tout fait pour l'éviter. Maintenant, je ne pouvais pas imaginer rester à la maison. Le SMS de Mark continuait de me revenir à l'esprit.
Si tu vas au gala de charité de Noël la semaine prochaine, tout sera révélé. J'avais l'intention de découvrir exactement ce que cela signifiait. Le gala avait lieu un vendredi soir, le 6 décembre, il faisait assez froid pour que des plaques de vieille neige bordent encore les rues. Papa m'a accompagné en voiture à Limoges. Cela seul m'a dit à quel point il prenait les choses au sérieux. Normalement, il évitait les événements comme celui-ci. Il préférait les ventes aux enchères de bétail et les réunions de comité, pas les dîners de gala. Alors que nous approchions, les lumières de Noël du centre-ville se reflétaient sur le pavé humide. La ville semblait festive, presque paisible. Dans la voiture, aucun de nous ne parlait beaucoup. Finalement, papa a jeté un coup d'œil. « Tu es nerveuse ? » ?»« Un peu. » Il a hoché la tête. « C'est normal. » »« Et si ça se transformait en cirque ? » Il a souri. « Alors espérons qu'ils vendent du pop-corn. » Pour un homme qui faisait rarement des blagues, celle-ci m'a fait rire. La salle de bal était déjà bondée à notre arrivée. Près de 300 invités remplissaient la pièce, propriétaires d'entreprises, banquiers, leaders communautaires, journalistes locaux, des gens que je reconnaissais pour avoir assisté à des événements avec Marc pendant des années. Certains ont souri en me voyant, d'autres avaient l'air mal à l'aise. La nouvelle s'était répandue. Les petites villes ont de longues mémoires et de courtes durées d'attention. Le scandale voyage vite. Alors que papa et moi marchions vers notre table, les conversations semblaient s'interrompre. Pas complètement, juste assez pour le remarquer. J'ai senti des dizaines de regards nous suivre. Papa n'a pas semblé s'en soucier. Il a simplement salué les gens poliment. À ma surprise, beaucoup d'entre eux l'ont salué chaleureusement. Certains se sont même approchés de notre table. « Bernard, content de te voir. Comment vas-tu ? Tu nous mènes toujours la vie dure. » Papa a ri et a serré des mains. Plus je regardais, plus je réalisais quelque chose. Pendant des années, j'avais vu mon père à travers les yeux de Monsieur Dupont. Un agriculteur, un homme de la campagne, quelqu'un de simple. Maintenant, je le voyais à travers les yeux de tous les autres, un homme d'affaires respecté, un partenaire de confiance, un homme dont la parole avait du poids. La différence était frappante. Puis les Dupont sont arrivés. La salle l'a immédiatement remarqué. Monsieur Dupont est entré le premier. Marc l'a suivi. Tous deux semblaient fatigués. Pas physiquement, émotionnellement, comme des hommes qui n'avaient pas dormi depuis des jours. La confiance arrogante que j'avais vue pendant des années avait disparu. Les gens l'ont remarqué aussi. Monsieur Dupont a tenté son sourire habituel. Ce n'était pas convaincant. Marc m'a aperçu de l'autre côté de la salle de bal. Pendant un bref instant, nos regards se sont croisés. Puis il a détourné le regard. Cela m'a fait plus de mal que prévu. Non pas parce qu'il me manquait, mais parce que je me souvenais de l'avoir aimé. Et maintenant, je ne voyais qu'un étranger. Le dîner a été servi vers 19h. Salade, côte de bœuf, purée de pommes de terre, le repas de gala habituel. À mi-chemin du dessert, le programme de la soirée a commencé. Un directeur d'une œuvre de bienfaisance locale a prononcé un discours. Puis quelques prix ont été remis. Tout semblait normal jusqu'à ce que Monsieur Dupont monte sur scène. Un faible murmure s'est répandu dans la salle. Apparemment, ce n'était pas sur le programme imprimé. Monsieur Dupont a ajusté le microphone. « Bonsoir à tous. » Sa voix semblait tremblante. J'aimerais dire quelques mots. J'ai immédiatement senti des problèmes. À côté de moi, papa a croisé les mains et a attendu. Monsieur Dupont a poursuivi. Ma famille a récemment fait l'objet de rumeurs. La salle est devenue silencieuse. Beaucoup de ces rumeurs sont fausses. Marc semblait mal à l'aise. Très mal à l'aise. Puis Monsieur Dupont a fait son erreur. Il a commencé à parler et à parler et à parler. Quiconque a déjà vu une personne paniquer sait ce qui se passe ensuite. Ils ont cessé de penser. Monsieur Dupont n'a pas fait exception. Plus il essayait de se défendre, plus les choses empiraient. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Son appareil auditif a commencé à mal fonctionner. Au début,
il a produit un léger sifflement. Monsieur Dupont l'a tapoté. Le bruit est devenu plus fort. Plusieurs personnes ont ri nerveusement. Monsieur Dupont est devenu nerveux. Ces accusations concernant les fonds de l'entreprise sont ridicules. La salle s'est immédiatement raidie. Personne n'avait mentionné les fonds de l'entreprise. Pas publiquement, pas encore. Monsieur Dupont s'est figé, réalisant ce qu'il venait de dire. Trop tard. Une journaliste près de l'avant a levé les yeux de ses notes. Plusieurs personnes ont échangé des regards. Le mal était fait. Mais Monsieur Dupont n'avait pas fini. Essayant de se rattraper. Il a lâché encore plus. Toute entreprise déplace de l'argent. La pièce est devenue complètement silencieuse. Marc s'est enfoui le visage dans les mains. Je ne pouvais presque pas croire ce que je voyais. Ce serait drôle si ce n'était pas si tragique. Puis les choses ont empiré, beaucoup empiré. Un homme s'est levé de l'une des tables de l'avant. Je l'ai reconnu immédiatement. Paul Lefebvre, le dirigeant bancaire, le même homme qui avait visité la ferme de papa. Paul s'est calmement approché de la scène. Un autre homme l'a rejoint, puis un autre. 3 chefs d'entreprise, 3 professionnels respectés. Pas de drame, pas de cris, juste des faits. Un par un, ils ont expliqué ce qui s'était passé. Des fonds manquants, des registres financiers falsifiés, des virements douteux, des années de problèmes cachés, tout était soigneusement documenté, tout était vérifié. La salle de bal est restée dans un silence stupéfait. Pas de spéculation, pas de potin. Des preuves, de vraies preuves. Marc avait l'air pâle. Monsieur Dupont avait l'air vaincu. Pour la première fois de sa vie, le charme ne pouvait pas le sauver. Ni la réputation. La vérité était simplement trop visible. Puis vint la révélation finale, celle que personne n'attendait, y compris moi. Le détective privé s'est avancé. Richard Morel, le même enquêteur qui avait visité la ferme. Il a brièvement résumé ses conclusions, les comptes secrets, les dépenses cachées, la liaison. Des halètements ont parcouru la pièce. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi. Curieusement, je n'étais pas embarrassée. Je me sentais libre. Pendant des années, j'avais assumé la responsabilité de problèmes que je n'avais pas créés. Pendant des années, on m'avait blâmé, douté, rejeté. Maintenant, la vérité appartenait aux personnes qui l'avaient créée, pas à moi. Marc s'est finalement levé. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'il pourrait argumenter, se défendre. Au lieu de cela, il m'a regardé directement. Ses épaules s'affaissaient. Le combat était terminé. Je suis désolé. La pièce est redevenue silencieuse. Non pas parce que les gens étaient choqués, mais parce que les excuses semblaient sincères. Peut-être pour la première fois depuis des années, j'ai cru qu'il était sincère. Je savais aussi que cela ne changeait rien. Certains ponts peuvent être réparés, d'autres s'effondrent parce qu'ils brûlent depuis trop longtemps. Celui-ci était irrécupérable. J'ai hoché la tête poliment. Rien de plus, rien de moins. Alors que la soirée se terminait, les invités sortirent lentement de la salle de bal. Les conversations bourdonnaient partout. La réputation de la famille Dupont s'était effondrée en une seule nuit. Non pas parce que quelqu'un les avait attaqués, mais parce que la vérité les avait enfin rattrapés. Dehors, des flocons de neige flottaient dans l'air froid de décembre. Papa et moi avons marché vers le parking souterrain. Aucun de nous n'a parlé pendant un moment. Finalement, j'ai posé la question qui me tracassait depuis des jours. Avez-vous tout planifié? Papa a ri doucement. Non, vraiment? Non. Il a levé les yeux vers la neige qui tombait. Les gens font généralement un assez bon travail pour se révéler eux-mêmes. Pour la première fois de la semaine, j'ai souri parce qu'il avait raison. Le plus grand coup n'était pas venu de la vengeance. Il était venu de la vérité. Et les conséquences ne faisaient que commencer. 3 mois plus tard, je me tenais sur le perron de la ferme de mon père et regardais le lever du soleil se répandre sur les champs. L'hiver lâchait enfin son emprise sur la région de la Nouvelle-Aquitaine. La neige avait disparu. Les pâturages reverdissaient.
Le bétail se déplaçait lentement dans le brouillard matinal. Pour la première fois depuis très longtemps, ma vie semblait tranquille, pas parfaite, pas magique, juste paisible. Et après tout ce qui s'était passé, la paix semblait meilleure que le bonheur. Elle semblait méritée. Le divorce est devenu officiel fin février. Ce n'était pas dramatique. Pas de cris, pas de confrontation au tribunal. Pas de surprise de dernière minute. À ce moment-là, Marc et moi étions épuisés. Il n'y avait plus grand-chose à se disputer. La plupart des biens que tout le monde pensait que la famille Dupont possédait entièrement se sont avérés être liés à des dettes. La réalité était très différente de l'image qu'ils avaient passé des années à projeter. La grande maison a été vendue. Plusieurs véhicules ont été rendus. Les intérêts commerciaux ont changé de main. L'adhésion au club de campagne a disparu. La propriété de vacances n'était plus là. Un par un, les symboles du succès ont disparu. Le plus étrange, c'est que je ne ressentais aucune satisfaction en voyant cela se produire. Pas comme je l'avais imaginé. Je ressentais quelque chose de plus proche de la tristesse. Pas pour Monsieur Dupont, pas même pour Marc, pour les années perdues. Pour le mariage qui aurait pu être différent si l'honnêteté était apparue plus tôt, pour toute l'énergie dépensée à maintenir les apparences. Tout cela semblait inutile, comme regarder une belle vieille maison s'effondrer parce que personne n'avait réparé les fondations. Marc m'a appelé une fois après le divorce. Juste une fois. J'ai failli ne pas répondre, mais finalement je l'ai fait. Sa voix semblait plus calme qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Je voulais m'excuser à nouveau. Je me suis penchée en arrière dans ma chaise. L'appel m'a surprise. Il n'y avait plus de désespoir. Pas de marchandage, pas d'excuses, juste du regret. Je sais, ai-je dit. Un long silence a suivi. Puis il a ri doucement. Tu sais ce qui est drôle? Quoi? Ton père m'avait prévenu il y a des années. Cela a attiré mon attention. Qu'est-ce que tu veux dire? Marc a soupiré. Tu te souviens de ce barbecue à la ferme en 2015? Oui, je m'en souvenais. Papa avait fait griller des hamburgers. Le temps avait été parfait. Tout le monde avait semblé heureux. Ton père m'a pris à part. Qu'est-ce qu'il a dit? Marc a ri à nouveau. Il m'a dit que le caractère comptait plus que l'argent. J'ai souri. Ça ressemblait exactement à papa. Il a dit, si jamais je commençais à me soucier plus des apparences que des gens, je finirais par perdre les deux. La ligne est devenue silencieuse. Aucun de nous n'a parlé parce que nous savions tous les deux ce qui s'était passé. Finalement, Marc s'est raclé la gorge. Il avait raison. Puis nous nous sommes dit au revoir, et ce fut la dernière conversation que nous ayons jamais eue. La vie a repris son cours après cela. Une routine simple, le genre que j'avais oublié possible. J'ai emménagé dans une petite maison à environ 10 minutes de la ferme. Rien de fantaisiste. 2 chambres, un porche, un potager, un endroit qui me ressemblait. Pour la première fois depuis des années, chaque décision m'appartenait. Cette liberté m'a semblé étrange au début. Puis merveilleuse. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre de ressources pour femmes locales à Limoges. Au début, ce n'était que quelques heures par semaine, aidant les femmes récemment divorcées avec la paperasse, les budgets, les demandes de logement, la planification financière de base, des choses simples, pratiques. Le genre d'aide que j'aurais aimé que quelqu'un me propose des années plus tôt. Le travail importait. Finalement, cela s'est transformé en quelque chose de plus grand. Un programme de coaching financier à but non lucratif. Rien d'énorme, rien qui fasse les gros titres, juste une aide réelle pour de vraies personnes. Et honnêtement, cela semblait plus significatif que tout ce que j'avais fait auparavant. Le plus difficile n'a pas été de reconstruire mes finances. C'était de réparer ma relation avec ma fille, Sophie. Elle avait 23 ans quand tout s'est passé. Comme beaucoup d'enfants pris dans un conflit familial, elle avait été tiraillée dans différentes directions. Au début, elle m'a blâmé. Puis elle a blâmé son père. Puis elle a blâmé tout le monde, principalement parce qu'elle souffrait. J'ai compris.
Il y a eu des mois où nos conversations semblaient maladroites et prudentes, comme si nous apprenions à nous parler à nouveau. Lentement, les choses se sont améliorées. Un appel téléphonique à la fois, un déjeuner à la fois, une conversation honnête à la fois. La guérison n'est pas dramatique. Elle est généralement ennuyeuse. Et c'est ce qui la rend réelle. Au printemps, nous passions à nouveau des week-ends ensemble. En été, elle m'aidait à planter des tomates dans le jardin. Un après-midi, elle m'a regardée et a souri. Tu as l'air plus heureuse. J'y ai réfléchi. Heureuse n'est pas le bon mot. Non. J'ai secoué la tête. Plus forte. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait exactement ce que je voulais dire. Peut-être que oui. Quelques semaines plus tard, j'étais assise sur le porche avec papa. Le même porche où nous avions partagé d'innombrables tasses de café au fil des ans. Le coucher de soleil peignait les champs d'or. Une douce brise soufflait à travers les arbres. Papa avait exactement la même apparence que d'habitude. Vieilles bottes, jeans usés, chemise de travail. L'homme qui aurait pu impressionner tout le monde, mais qui ne s'était jamais assez soucié d'essayer. Je lui ai posé une question que je me posais depuis des mois. Pourquoi n'as-tu jamais dit aux gens à quel point tu avais réussi? Il a souri. La question l'amusait clairement. À quoi bon? J'ai ri. La plupart des gens l'auraient dit à tout le monde. C'est exactement pourquoi je ne l'ai pas fait. Nous sommes restés silencieux un instant. Puis il a ajouté quelque chose que je n'oublierai jamais. Les gens les plus riches que j'ai connus ont rarement eu besoin que quelqu'un d'autre sache qu'ils étaient riches. J'ai regardé à travers le pâturage. La déclaration semblait simple, mais elle expliquait presque tout. Monsieur Dupont a passé des années à essayer de paraître puissant. Papa a passé des années à devenir discrètement puissant. L'un courait après l'attention, l'autre bâtissait de la valeur, et finalement la réalité a gagné. En y repensant maintenant, je réalise que la gifle de Noël n'a pas été le moment qui a changé ma vie. Ce fut le moment qui a révélé la vie que je menais déjà. Une vie construite autour de l'excuse du comportement des autres. Une vie passée à me rabaisser pour que les autres soient à l'aise. Cette nuit-là m'a forcé à voir la vérité. Non seulement sur Marc, mais sur moi-même. La plus grande vengeance n'a pas été de leur enlever quoi que ce soit. C'était de refuser enfin d'accepter moins que ce que je méritais. Et s'il y a une leçon que j'ai apprise à travers tout cela, c'est celle-ci: ne confondez jamais l'humilité avec la faiblesse. Ne supposez jamais qu'une personne discrète n'a aucun pouvoir. Et ne jugez jamais la valeur de quelqu'un par ce qu'il choisit de ne pas montrer au monde. Si vous avez déjà été sous-estimé, rejeté ou traité comme si vous comptiez moins que les autres, j'espère que cette histoire vous rappellera quelque chose d'important. Votre valeur ne vient pas de l'opinion de quelqu'un d'autre. Ça n'a jamais été le cas. Et si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à partager votre propre expérience. Parfois, les personnes qui semblent les plus fortes sont celles qui ont discrètement survécu le plus.